Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, et en particulier sur le courant de pensée mercantiliste, nous allons étudier Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert. En effet, Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert, né le 17 février 1646 à Rouen, où il est mort le 10 octobre 1714. Il est écrivain et économiste français qui, après Montchrétien, a produit des textes fondateurs de l'économie politique moderne. La biographie. Fils de Nicolas Le Pesant de Bois-Guilbert, lequel était un cousin au deuxième degré du dramaturge Pierre Corneille, Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert entreprend ses études chez les jésuites de Rouen et les termine chez les janséistes de Port-Royal, avant d'étudier le droit à Paris. En 1676, il acquiert la charge de juge de la vicomté de Montivilliers. En 1690, il devient lieutenant général civil au bailliage et siège présidial de Rouen, avant d'en obtenir la charge de lieutenant de police 9 ans plus tard. Comme son prédécesseur, Antoine de Montchrétien Bois-Guilbert s'essaie d'abord à la littérature dont il acquit le goût à Port-Royal. En 1674 et 1685, avec des traductions du grec en français et une traduction de l'histoire romaine, Hérodien. Il écrit principalement contre le Cossin et Buchanan, Marie Stuart, reine d'Écosse, qui sera traduit en anglais. Se tournant à partir de 1676 vers l'économie politique, il a essayé avec acharnement de faire appliquer ses idées, publiant au besoin ses ouvrages anonymement, ce qui lui a quelquefois valu d'être rejeté comme fou ou de connaître des exils temporaires. En 1691, il dénonce alors que la France était pratiquement ruinée par les guerres dispendieuses de Louis XIV. La capitation, proposée par l'intendant du Languedoc-Basseville, et réclame la justice distributive. En théorie, cet impôt juste dans la mesure où il pesait sur tous et offrait l'avantage de passer droit sans frais de main de peuple en celle du monarque, était vicié par la division des habitants du royaume en 22 classes, ayant chacune leur tarif de 2000 livres pour la première jusqu'à 200 sous pour la deuxième, sur la base de la qualité ou de l'emploi, et non de la richesse, que Bois-Guilbert dénonce comme aussi absurde que serait une loi qui ordonnerait que l'on paierait les draps chez un marchand et la dépense au cabaret non à proportion de ce qu'on aurait pris chez l'un et chez l'autre, mais suivant la qualité et la dignité du sujet qui se serait pourvu de ses besoins. Comme on avait de plus laissé les classes riches s'exempter en tout, en partie,
Les trois quarts de cette capitation pesaient sur le peuple. Les deux charges qu'ils occupaient, de même que la supervision de la culture de ces terres et ses relations avec les principaux marchands de Rouen, avaient mis Bois-Guilbert à même d'étudier de près les conditions économiques locales. Il put se rendre compte en personne de la misère des gens écrasés sous le poids de la fiscalité. Dans son ouvrage principal, datant de 1695, le détail de la France, la cause de la diminution de ses biens et la facilité du remède en fournissant en un mois tout l'argent dont le roi a besoin et enrichissant tout le monde. Il décrit la ruine du général des Français, la ruine générale des Français, de toutes les classes provoquées par le mauvais régime économique, critiquant le mercantilisme colbertien pour avoir négligé l'agriculture, où il soutient que la richesse d'un pays réside non dans l'importance de sa masse monétaire, mais dans sa production et ses échanges. Après avoir tenté de plaider sa cause devant le tribunal de l'opinion publique, en publiant en 1705 ou 1706 un résumé plus concis de ses idées, dont son Factum de la France. Il l'a résumé à nouveau dans un très court opuscule intitulé Cause de la rareté de l'argent et éclaircissement des mauvais raisonnements du public à cet égard, qui fait de lui un précurseur de l'économie sociale. En réalisant la première schématisation en France d'un circuit économique en tant que tel, ou des premiers, en France, il a essayé, en expliquant la circulation de l'argent dans la société d'Ancien Régime, analyse qui sera reprise et approfondie par Richard Cantillon, de renverser l'idole adorée par le peuple et les hommes d'État et de réduire les métaux précieux à leur rôle subalterne pour relever aux contribuables aveuglés par des préjugés séculaires, des haines nationales ou des calculs égoïstes, la vraie nature de la richesse et ses conditions, soit économiques, soit politiques. Son ouvrage, rédigé dans un style diffus et peu élégant, passa de fait presque inaperçu. Saint-Simon a rapporté qu'ayant sollicité une audience au chancelier de Pontchartrain, il vint exprès le retrouver, et comme son esprit vit avait du singulier, il lui demanda de l'écouter avec patience, et tout de suite lui dit que, d'abord, il le prendrait pour un fou, qu'ensuite il verrait qu'il méritait attention, et qu'à la fin il demeurait content de son système. Pontchartrain, rebuté de tant de donneurs d'avis qui lui avaient passé par les mains et qui étaient tout salpêtres, se mit à rire, lui répondit brusquement qu'il s'en tenait au premier et lui tourna le dos. Michel Chamillard, qu'il avait connu comme intendant de Rouen 1689-1690, mit au point un plan pour expérimenter les idées de Bois-Guilbert dans une élection près de Chartres, dans l'élection d'Orléans. Mais l'expérience fut abandonnée avant même d'avoir débuté, lorsque se rendit compte que cette tentative provoquerait l'effondrement du système fiscal existant. Vauban en rapporta avec Bois-Guilbert dès 1694, fut
un des premiers lecteurs du détail de la France, paru en 1696, et il eut entrevue avec lui en 1696. À la publication par Vauban en 1717 de la dîme royale, ouvrage qui avait beaucoup en commun avec le plan de Bois-Guilbert. Ce dernier publia un suppléant au détail de la France. Il ne savait pas, toutefois, qu'une parfaite antenne était durée bien longtemps entre ces deux penseurs, car une lettre de Bois-Guilbert du 13 juin 1700 déclare le projet de Vauban impraticable, tandis que Vauban, de son côté, le critique dans une lettre adressée le 26 août 1704 à Chamillard. Dans une lettre fort curieuse et fort expressive, leurs ouvrages n'en furent pas moins tous deux condamnés. Le factum de la France avait été proscrit par un arrêt du Conseil privé du roi en date du 14 mars 1707, un mois après la première condamnation du livre de Vauban, 5 jours avant la seconde. Bois-Guilbert fut en outre exilé 2 mois en Auvergne. La Vrillière, qui ayant la Normandie dans son département, avait expédié la lettre de cachet, l'en avait fait avertir et l'avait suspendu quelques jours comme il put. Il avait obtenu que Bois-Guilbert se rende en Auvergne comme pour obéir à un ordre qui ne pouvait plus être repris. Sûr que dès son arrivée au lieu prescrit serait connu, il serait rappelé, certain que le roi était content. La Vrillière, lorsqu'il fut averti de son arrivée, voulut en prendre l'ordre pour son retour, mais la réponse fut que Chamillard ne l'était pas encore. Saint-Simon s'employa fort activement en faveur de l'exilé qui dut de plus essuyer une dure réprimande à son retour, et pour le mortifier en tout point, fut renvoyé à Rouen. Suspendu de ses fonctions, il en fut amplement dédommagé par la foule du peuple et des acclamations avec lesquelles il fut reçu. Le désastre rencontré par le nouvel impôt du 10e, institué en 1710 par le contrôleur général Nicolas de Marais, qui n'était pas sans analogie avec le projet de Bois-Guilbert, à cela près que le 10e conçu par Bois-Guilbert était destiné à remplacer tous les autres impôts, alors que celui de Desmarets ne faisait que se surajouter à eux, a sûrement contribué à déconsidérer un peu plus les propositions de Bois-Guilbert, qui fut malgré tout beaucoup utilisé, mais peu cité par les physiocrates, puis par Adam Smith. Il proposa comme solution aux calamités de son époque, moins la réduction que l'égalisation de la participation à l'impôt, comme devant permettre aux pauvres de consommer plus, d'augmenter la production et d'ajouter à la richesse générale. Il demande la réforme de la taille, la suppression des droits de douane intérieure et la liberté du commerce. Dans le factum de la France, au moins très facile de faire recevoir au roi 80 millions par-dessus la capitation, praticable par 2 heures de travail de messieurs les ministres,
et un mois d'exécution de la part des peuples. De 1705, il proposa de remplacer tous les droits de douane par une simple capitation d'1/10 du revenu sur toutes les propriétés, à laquelle s'opposèrent les fermiers généraux, et qui trouva peu d'appui. Outre la réforme de la taille, il réclamait également la suspension des droits de douane internes et une plus grande liberté de commerce, en particulier des grains. Aujourd'hui, les œuvres de ce précurseur de l'économie politique moderne sont évaluées à leur plus juste valeur et font l'objet de traductions et d'études, y compris en chinois. Pour donner plus d'autorité à ses paroles, il donna en 1707 une deuxième édition de son œuvre, sous le titre de Testament politique de Vauban. Maréchal de France et premier ingénieur du roi, dans lequel ce seigneur donne les moyens d'augmenter considérablement les revenus de la couronne par l'établissement d'une dîme royale et suppression des impôts, sans appréhension d'aucune révolution dans l'État. Il avait épousé le 26 septembre 1677 la fille de l'ancien gouverneur général à la cour des Aides de Normandie, Suzanne Lepage de Penterville, dont il eut 2 filles et ses 3 fils. Je vous en remercie.